l'évolution des idées mène le monde. Et d'autant plus envie de vous accueillir pour ce récit que vous nous livrez, Body Blues, un secret, ça c'est important, le secret, où vous racontez les abus sexuels dont vous avez été victime enfant et les conséquences qu'ils ont eues sur votre vie. Alors vous savez, la classique question que vous posent les journalistes, vous avez sans doute été interviewé à maintes reprises sur ce sujet. Les journalistes ne sont pas très imaginatifs. La première question, c'est souvent pourquoi ce livre? Elsa, j'ai envie de vous dire, enfin ce livre, enfin vous l'avez écrit, ce livre. Oui, c'était une nécessité, en fait. Je ne le savais pas forcément au départ, mais j'écrivais beaucoup depuis longtemps. Et je n'arrivais pas à sortir d'un cercle vicieux comme ça, qui était pas très créatif, qui tournait beaucoup autour de la peine, de la douleur, de la tristesse. Et c'est mon mari qui un jour m'a dit, mais peut-être que si tu écrivais d'abord ce qui t'est arrivé, tu arriverais enfin à dépasser ce besoin de dire, sans le dire d'ailleurs, des souffrances et des douleurs. Alors bon, je l'ai écouté. Et oui, il a des mots d'ailleurs assez durs. Il vous dit tant que tu n'auras pas écrit ce livre, tu feras rien de bien. Mais je ne sais pas si c'est dur, il parle comme ça. Donc il est là. Mais c'est vrai qu'il a une façon de dire les choses assez carrées et qui pour moi sont essentielles, même si sur le moment ça peut être un peu brutal, mais ça a eu la vertu de me réveiller, de me dire, bon, bah, au fond, parce que franchement, j'écris depuis que j'ai 15 ans, donc il avait peut-être pas tout à fait tort, il m'a fallu du temps avant de réussir à dépasser, et je peux d'autant mieux en parler qu'aujourd'hui j'écris un roman, et je vois bien qu'il n'y a aucun souci d'écriture. Donc il a bien fait, c'est à ça que vous attendiez finalement? Pardon? C'était ça que vous attendiez, que quelqu'un vous dise? Ah non. J'attendais pas ça. En fait, je n'attendais pas grand-chose. Quand on est dans une solitude comme celle dans laquelle j'étais, on attend finalement rien quasiment des autres. On est beaucoup sur soi et dans cette peur du monde un petit peu sauvage. Et donc, non, on n'attend pas quelqu'un... c'est vrai qu'on aimerait bien, dans un secret lointain, que quelqu'un vienne nous aider, mais on n'y croit pas. Donc, j'attendais pas grand-chose, non. D'ailleurs, j'ai été même assez surprise de sa présence comme ça, alors que j'étais presque résignée à me dire que la vie était une vie de solitaire. Mais vous dites, j'attendais pas grand-chose, et en même temps, dans votre livre, c'est précisément de ça dont vous avez souffert aussi, c'est qu'on ne vous entende pas, qu'on ne comprenne pas. Et c'est ça qui vous a... Donc, vous attendiez, vous auriez aimé que quelqu'un vous dise, comme on vous l'a dit après, quand ça a été... Mais franchement, quand vous êtes seul depuis quasiment 30 ans, je vous assure qu'au bout d'un moment, on est habitué à ne pas être entendu. Je pourrais même dire encore, je suis habituée à ne pas être entendue, même si je le suis pleinement, puisqu'il y a plein de monde ici. Mais il y a une sorte d'habitude qui est prise d'avoir dit des paroles et que ces paroles ne soient pas entendues. Eh bien, au fond, on fait avec. Je suis beaucoup mieux maintenant, hein, mais j'aurais pu continuer comme ça, sans avoir écrit ce livre peut-être en boitant, mais j'aurais pu. Comme beaucoup de gens, malheureusement, continuent de vivre avec cette douleur cachée qu'ils n'arrivent pas à dire. Et bon, ils vivent, ils survivent, ils font ce qu'ils peuvent. Douleur qu'on n'arrive pas à dire, mais qui se manifeste évidemment par main registre. Vous racontez dans votre livre Body Blues, on reviendra sur le titre un petit peu plus tard, à quel point votre corps a parlé à votre place, finalement, quand vous avez eu, je crois que c'était une douzaine d'années, ou à l'adolescence, à la préadolescence, vous étiez tout le temps malade. Ah non, regardez, même aujourd'hui, j'ai perdu ma voix, donc non, c'est de 15, 12 à aujourd'hui, régulièrement, alors beaucoup moins maintenant, mais régulièrement, il y a le corps qui manifeste, qui dit attention, ça va pas. Et c'est vrai que tant que je n'avais pas réussi à dire, à mettre sur papier les choses, j'ai pu être très malade. Alors des maladies finalement pas
pas grave au point de se demander si on va survivre, mais j'ai vraiment passé toutes les maladies en revue dans ma vie, des maladies inconnues où on cherche, on se demande ce que c'est, on a le temps de se faire peur, parce que le corps manifeste. Le corps dit ce que tu ne veux pas dire ou ce qu'on ne veut pas entendre, moi je le dis. Mmh. Et ce qui sous-tend les pages de votre livre tout le temps, c'est la honte et la culpabilité que vous avez éprouvées. Est-ce que c'est difficile de hiérarchiser, mais c'est tout aussi lourd que les abus eux-mêmes, finalement, moi, je dirais que la honte est beaucoup plus... ça choque peut-être que je dise ça, mais au fond, ce n'est pas tant l'acte qui est grave que la conséquence de l'acte sur l'enfant qui ne sait pas, qui ne sait plus où est le bien et le mal, qui ne sait plus s'il a raison d'avoir mal, qui ne sait plus si c'est à cause de lui que ça arrive, parce que la manipulation d'enfants va dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est bien toi qui as voulu que je te caresse. Et puis au fond, est-ce que c'est moi ou pas? Bah oui, je l'aime bien quand même. Enfin, donc ce sont ces conséquences qui font que on ne sait plus en qui on peut avoir confiance. On ne sait plus si on est responsable de ce qui se passe. Enfin, c'est très grave. Et la manipulation comme ça a des conséquences néfastes jusqu'à aujourd'hui même. Enfin, c'est vrai que régulièrement, j'ai la chance de vivre à côté d'un pilier, mais régulièrement, je suis perdue. Moi, je ne sais plus si ce que je ressens est un bon ressenti. C'est ça qui vous a empêché de franchir le pas et de crier et de dire, d'alerter votre entourage et de porter plainte? Bien sûr, parce que ne serait-ce que quand vous dites à vos parents quelque chose de l'ordre de « je me sens pas très bien et je saurais pas dire pourquoi », vous n'êtes pas entendu. Par exemple, quand je perds mes papiers d'identité, j'ai bien vu que ma mère réagissait, me disait « mais comme tu as perdu tes papiers d'identité, comment ça se fait ?» Et moi, de dire « je sais pas ». Et je vais vous dire quelque chose de terrible. La semaine dernière, pendant les attentats, j'étais à Paris, pas loin des attentats, et il m'est arrivé exactement la même chose. C'est-à-dire, j'ai perdu mes papiers d'identité, je les ai oubliés dans le bar dans lequel j'étais, qui était Place de la République, parce que c'est un moment où vous perdez contact avec la réalité, ça s'appelle la dissociation. Et donc, en fait, vous n'êtes pas bien, il y a une sorte d'instinct de survie qui vous fait rentrer chez vous, etc. Et je pense qu'enfant, c'est exactement ce qui s'est passé. Mes parents n'ont pas eu le réflexe d'aller plus loin que de dire... parce que vous n'étiez pas coutumière de ça du tout? Non, donc de dire, mais attends, il y a quelque chose qui s'est exprimé là. Et donc à partir du moment où vous sentez que vous n'êtes pas entendu, on se renferme sur soi. Et plus le temps passe, et plus on se renferme sur soi. Et donc on a de moins en moins le courage je sais pas, de dire quelque chose. Mais est-ce qu'un enfant est en mesure, c'est ça toute la question, est-ce qu'un enfant est en mesure d'exprimer pleinement le sentiment d'injustice qu'il ressent ou la douleur? Moi, j'en connais, hein, mais ils sont rares. Vous racontez d'ailleurs cette scène dans la voiture avec votre papa aussi, où vous effleurez la question, et puis finalement, on parle d'autre chose. Non, finalement, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que vous auriez attendu aussi ce jour-là qu'il tire le fil que vous tendiez, et puis ça ne s'est pas produit. Oui, c'est comme... vous voyez, on parlait de l'enfance, des enfants qui... En fait, les enfants ne savent pas dire. Il y a toujours des symptômes qui s'expriment. Le pipi au lit, voilà. Moi, c'était pas mon cas, mais effectivement, la maladie. Et donc, quand j'ai devenu adulte, j'ai commencé à vouloir en parler à mon père. J'avais appris, finalement, à ne pas dire. Donc, on dit... Alors, c'est étonnant pour quelqu'un doté de parole comme moi qui travaille là-dedans. De dire sans dire, eh bien, c'est possible. Donc j'ai lancé des signaux à mon père qui n'a pas su les prendre parce que on touche à l'impossible. Comment admettre que votre fille a été abusée? Je ne sais pas. Est-ce que c'était ne pas dire, c'était aussi, vous l'abordez un peu plus tard dans votre livre, un peu pour ne pas briser l'image que vous vouliez donner de vous aussi à vos parents?
Ah bah oui, oui, complètement. C'est-à-dire que la perversité, encore une fois, du manipulateur réside là. Il vous adore, il dit à vos parents qu'il vous aime, qu'il vous trouve formidable, que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, et en même temps, il vous souille. Donc derrière, il y a cette image comme ça qu'il faut pouvoir maintenir. Mes parents avaient une petite fille très douée. Donc il faut rester comme ça dans cette assurance qu'on plaît à nos parents. Peut-être que l'adolescence, normalement, quand on est à l'adolescence, on brise ça. Moi, pour je ne sais quelle raison, je n'ai pas voulu briser cette image que mes parents avaient de moi. Et donc vous êtes coincés, quoi. Vous allez mal, à la fois, eux ne peuvent pas recevoir que vous alliez mal. Ou vous n'êtes pas en mesure de dire à vos parents que vous allez mal. Donc on est coincés. Et c'est pour ça que je dis que la répercussion est vraiment sur la vie après. Parce que après, vous boitez tout le temps. Tout le temps. Et puis il faut être à côté de gens qui peuvent l'entendre. Et ça ne court pas les rues. À aucun moment, vous ne parlez dans votre livre de la réaction de vos parents quand ils ont su. Par pudeur ? Oui, parce que d'abord, j'ai des parents formidables, donc j'ai pas envie j'ai pas envie qu'ils se sentent accusés de quoi que ce soit, puisqu'ils ne sont responsables de rien. Et puis moi, en tant que mère, je serais à leur place. Est-ce que c'est supportable ? Non, je crois pas. Donc finalement, je crois que j'ai réussi à comprendre, même si ça peut continuer de me faire mal dans d'autres circonstances, de m'apercevoir qu'il y a une limite. Je n'avais pas envie de les accuser de cette limite qui est la leur, qui est de ne pas pouvoir entendre. Parce que qui peut entendre ça ? Non, mais vraiment, quand je me mets à leur place, je me dis, est-ce que moi, je serais en mesure d'entendre que ma fille ait été abusée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je les accable pas. Et puis, en fait, c'est une série... C'est très bizarre parce qu'après, quand le livre est sorti, on en a parlé. C'est une série de moments comme ça. Je leur dis, mais vous savez qu'il m'est arrivé ça, et mes parents de dire, ah oui, ma pauvre petite. Et en fait, je sais bien qu'ils n'entendent pas. Donc je le redis une deuxième fois. Et puis ils me redisent, ah bah oui, ma pauvre petite. Et puis c'est une répétition de non-rencontre entre des mots. C'est important cette histoire de mots aussi d'ailleurs, parce que finalement, il y a des mots qui sont vides. Et ces mots-là, se sont complètement déchargés de leur sens au moment où ils ont été dits. C'est très, très étrange. C'est aussi pour les protéger, sans doute, que vous n'avez rien dit, parce que vous le dites, évidemment, les parents qui reçoivent cet aveu comme si on était coupable. Mais finalement, on tourne toujours autour de la même chose. C'est pour ne pas... La culpabilité qui est la leur, rétrospectivement, doit être immense. Oui. Elle est immense, mais la souffrance est toujours plus grande que la culpabilité, je pense. Et je les ai épargnés parce que... Oui, parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent coupables, plus qu'ils ne le ressentent, et ça doit être énorme. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Hein. La douleur reste plus grande que la culpabilité. Donc après, c'est chacun fait avec ce qu'il a comme il peut. Moi, du point de vue de l'écriture, j'avais envie de me concentrer sur ma douleur. Et puis la culpabilité des parents, non, parce que c'est continuer de faire vivre la douleur de manière exponentielle. Au fond, si on continue de penser à la culpabilité de ses parents, à la fois on se tait et à la fois on attise la douleur aussi de ses parents. Enfin, c'est compliqué. Oui. Donc autant de se concentrer sur la conséquence sur notre vie à nous, ce qui est déjà énorme. Oui, boire un petit peu d'eau, hein, si vous voulez, merci. Parce que votre gorge est un petit peu faible. Quelque chose qu'on imagine sans doute mal tant qu'on n'a pas été confronté à ça, même si on lit et si on s'intéresse à ça, c'est le doute qui vous étreint souvent lorsque vous pensez à ce qui vous est arrivé. Vous racontez cet épisode qui vous conduit, vous êtes victime d'une autre agression dans le métro, et là pour le coup, une action en justice est intentée. Et dans le prétoire avec vos parents,
vous posez encore des questions, mais est-ce que ça m'est vraiment arrivé? Est-ce que ce que j'ai dit, ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'est forcément associé à ce que l'on vit, ça? Ou c'est une protection aussi? Ben, j'ai l'impression que c'est... Là, je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que par rapport à ces événements de l'enfance, et je continue de m'interroger. Je sais très bien que ça existait, etc. Mais il y a le fait que le cerveau ait cette capacité de déconnecter la réalité du ressenti. D'ailleurs, on a vu récemment un très bon film, mais je ne sais plus lequel avec mon mari, mais on a vu un film comme ça d'abus et de viol, et on voit une scène où la jeune fille se fait violer, et elle regarde le plafond. Et donc, elle se coupe d'elle-même. Mmh. Voilà, donc ce sont des choses qui sont des réalités. On appelle ça en psychologie donc la dissociation. Et donc, cette dissociation fait qu'au fond, vous ne savez plus percevoir la réalité. Donc, à chaque fois que vous êtes confronté à une situation où vous êtes mis dans ce péril-là, eh bien, vous doutez. Parce que est-ce que ça s'est vraiment passé? Effectivement, pendant à ce tribunal-là, je voyais l'homme, je repensais à la scène et je me disais, est-ce que ce qui s'est passé, ce que je suis en train de faire correspond vraiment à une réalité ou pas? D'ailleurs, quelle est la réalité? Enfin, c'est vrai que ça, après, on est dans des questions métaphysiques terribles. Est-ce que je suis bien là, ici, maintenant, à Pau, en train de vous parler ou pas? C'est vrai, ça peut aller aussi loin. Et dans les événements de la semaine dernière, les attentats, il s'est passé à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on se déconnecte complètement et il faut vraiment faire un travail très fort sur soi, alors que bon, je suis en vie, tout va bien, mais très fort pour se dire ce qui s'est passé est bien une réalité. Mmh. Voilà. Et alors, bon, l'avantage des médias, c'est qu'il y a tellement de choses écrites que plus on lit, plus on peut se conforter dans le cas de l'abus, puisque c'est un tabou absolu. Vous êtes confronté à rien de concret, rien de réel. Enfin, réel, la réalité est là, mais rien, on peut se raccrocher à rien. Mmh. C'est l'instinct de survie aussi. Oui. Vous voulez dire après ce qui s'est passé? Oui, c'est l'instinct de survie. On est tous accrochés à la vie, je crois, cramponnés à la vie, plus ou moins. Moi, de manière très très forte. Donc c'est ça qui fait que après j'ai réussi à continuer. Mais le dégât est phénoménal sur les gens. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été... Alors justement, ce livre, effectivement, vous a amené sans doute à recevoir ou du courrier ou de rencontrer même des gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il y a mon mari, mais il y a aussi le fait, comme j'ai un instinct de journaliste fort, avant d'écrire ce livre, je me suis retrouvée entourée de gens qui ont été abusés, et vraiment, le nombre de personnes est invraisemblable. 1 personne sur 4 dans le monde, c'est énorme. 1 personne sur 4, c'est énorme. Donc, avant de l'écrire, ça m'a aidée à l'écrire en me disant, je le fais aussi pour toutes ces amies, toutes ces femmes que j'ai rencontrées qui ne vivent pas bien. Et puis après, une fois que vous l'avez écrit, c'est terrible parce que je reçois énormément de témoignages. Et les témoignages vont beaucoup dans ce sens-là, dans le sens de ce que j'essaye de raconter dans ce quotidien, parce que c'était vraiment aussi pour ça que je voulais l'écrire, c'est d'écrire ce quotidien qui est hanté en permanence par des petites choses qui vous renvoient tout le temps à cette fragilité, qui vous mettent en état de danger, de peur. Et donc, c'est étonnant de se dire que les symptômes, finalement, chez les personnes qui ont été abusées sont à peu près semblables. D'ailleurs, j'avais entendu une excellente émission sur France Culture qui m'a aussi motivée, des endocrinologues qui disaient qu'on était en train de découvrir que les personnes qui ont été abusées sexuellement développaient des maladies très particulières, endocriniennes en particulier, et que parfois on met des années avant de pouvoir mettre le mot dessus. Donc moi je décrivais les maladies comme ça, et je me suis dit bah, tiens, ça a un sens. Et puis un jour je suis tombée sur un médecin qui a réagi, qui m'a dit mais tu as ça comme symptôme, est-ce que par hasard tu aurais été abusée enfant? Et donc voilà, donc on s'aperçoit
quand on reçoit le courrier des lecteurs, que ça arrive, ça se manifeste de la même manière et que ce livre soigne d'une certaine manière. Ça, je suis très contente de soigner. Bien sûr. Qu'est-ce que la femme que vous êtes devenue aujourd'hui doit à cette petite fille éprouvée? Alors, pardon, là, il faut que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je lui dois? La combativité, peut-être. Je sais. Non, mais pendant longtemps, j'ai été en quête, c'est terrible, j'ai été en quête de moi-même. Je cherchais la petite fille que j'avais été. Je me disais, mais attends, j'étais une fille hyper joyeuse, hyper vive, très ouverte sur le monde, en soif de découverte de tout. Et je me voyais me rabougrir et j'étais en colère contre moi-même, contre celle qui avait disparu. Donc je dois à la petite fille la combativité qui m'a permis de retrouver celle que j'étais. Mais quand même, je sais que je le salue beaucoup, etc. Mais en plus, j'ai la chance qu'il soit là aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup mon mari qui a contribué parce que il m'a aidé à ne pas baisser les bras. Je ne sais pas comment dire. Le fait de mettre aussi au monde des enfants, c'est une façon de reprendre la vie de manière hyper concrète. Et donc, ça permet aussi d'avoir accès à tout ce que vous éteignez au fur et à mesure parce que, au fond, vous avez peur de tout. Donc, je dois à cette petite fille juste la lumière qu'elle avait et qui est revenue en moi. Mais je dois dire qu'il y a mon mari, il y a la musique, il y a d'autres choses qui m'ont permis de la recontacter. Vous êtes, vous le disiez, Philippe Torreton est très très présent dans votre vie. Vous êtes devenu l'amour dans votre vie. Quand on a subi ce que vous avez subi, justement, comment on vit quand on grandit à l'adolescence, les mains d'un homme, les premiers émois, et comment ça se passe? Parce que là, ce sont des choses évidemment qui ramènent, qui peuvent ramener à ce qui a été. Là, je vais parler pour moi, mais on ne vit pas. Donc, chaque main, ça fait peur, c'est difficile. On tombe dans des travers, soit de dissociation, soit de tellement grande peur que finalement, moi j'étais très forte en relation épistolaire, ça m'allait très bien. Voilà, on évite tant qu'on peut finalement le contact physique, et quand il existe, ça peut faire très très peur, voire on peut se couper de son corps pour éviter d'avoir à ressentir. C'est malheureux. Alors après, comment est-ce que l'amour vous tombe dessus? D'abord, c'est des années de psychanalyse, parce que je sais que c'est très contesté en ce moment. Et moi-même, je dis, voilà, j'ai passé 18 ans sur le divan. Mais c'est grâce à ces 18 ans sur le divan que j'ai pu avancer, enquêter sur moi-même. Et puis c'est le... Je sais qu'on n'aime pas trop parler de hasard, mais c'est le miracle d'une vie. C'est tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que vous êtes prête à vivre quelque chose, je ne sais pas, mais voilà, tout d'un coup j'étais prête. Petit à petit, ça s'est débloqué, petit à petit je me suis ouverte, et puis hop, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur la bonne personne. Exactement. Quand on a eu une enfance dévastée, comme la vôtre, éprouvée, quelle maman est-on? Parfois inquiète, une maman parfois inquiète, une maman poule, on pourrait dire. Mais je pense que plus le temps passe, on a peur. Oui, mais plus le temps passe, plus je ressemble à toutes les mamans, je pense, vraiment, sincèrement. C'est le début qui est un peu difficile, surtout moi j'ai une petite fille en premier, donc une petite fille, ça vous renvoie ping directement à vous. Comment cette petite fille va-t-elle faire pour vivre? Comment va-t-elle... Eh bien, au début, c'est très très fort, c'est très angoissant. Voire, il y a des petites dépressions qui pointent leur nez. Mais au fond, on devient maman. Je trouve que c'est bien d'être mère ou père. Enfin, c'est bien d'être parent. Ça vous oblige à vous défaire de
de traces du passé de manière radicale, quoi. Vous n'avez plus le choix. Enfin, je veux dire, ça devient presque indécent à certains moments d'être replié sur soi quand un enfant a besoin de vous. Donc il y a des choix radicaux à faire d'abandonner ce trauma-là. Je sais que ça paraît un peu violent comme ça peut paraître même parfois impossible. Et moi-même, parfois, je me dis, mais comment tu peux te parler comme ça? Mais quand un enfant a besoin de vous, il a besoin de vous. Donc, vous avez beau avoir souffert, vous avez beau aller mal, eh bien, là, il faut se détourner de soi pour aller vers l'autre. Parce que c'est ça, l'une des maladies graves qui sortent de ces abus, c'est qu'on est sur soi. On est replié sur soi, on a peur de tout. L'enfant vous oblige à vous sortir de ce repli. Donc, comme maman, je suis une maman angoissée, très angoissée par rapport à la question du groupe et de l'autre. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Donc, il ne faut pas leur léguer ce que vous avez vécu. Et puis vous racontez cette scène qui est très très jolie, la force des enfants. Quelquefois, souvent, les enfants nous surprennent. Votre petite fille qui a 6 ans, je crois, à un moment. Maintenant, elle a 7 ans bientôt. 7 ans, et au moment de la scène que vous racontez, elle vous dit, vous traversez une crise d'angoisse, vous êtes très très affectée, puis elle vous dit, ça va passer, maman, ça va passer. T'en fais pas, ça va passer. En me caressant le dos, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Et à la fois, c'est très très beau, et à la fois, c'est très, encore une fois, angoissant de se dire que votre petite fille, toute petite, est en train de vous protéger. Et moi, ça c'est, voilà, parmi les angoisses que j'ai, On n'a plus de micro, si. Ça ne marchait plus. Je ne veux pas que mes enfants se retrouvent dans la place de protéger leur mère. Moi, je trouve ça insupportable. J'ai beaucoup protégé mes parents, on le sait, puisque je les ai protégés au point de ne pas vouloir les perturber trop par rapport à ce qui m'est arrivé. Moi, là, ma responsabilité de mère, c'est surtout que mes enfants ne portent pas cette histoire et ne se retrouvent pas dans la position de me protéger. Parce que c'est aussi dans ces cas-là que les choses arrivent, malheureusement. Enfin, c'est mon expérience, c'est mon point de vue, mais je me dis qu'un enfant qui est trop responsable, trop vite, il n'a pas le temps de vivre son enfance, et les personnes un peu mauvaises les repèrent bien parce qu'ils ont quelque chose de particulier quand même. Il y a un trafic de micros. Oui, mais on fait ça en famille ici, c'est tranquille. L'auteur des abus sexuels dont vous avez été victime était un professeur de clarinette, parce que la musique, c'est votre vie aussi, une part de votre vie. J'ai envie de dire presque double peine aussi, parce que c'était votre plaisir, la musique. La musique vous a sauvé. On parlera du jazz un petit peu plus tard. Vous dites, le jazz m'a empêché de tomber dans les ténèbres. Comment ça s'est fait c'est ce que Boris Cyrulnik appelle très justement la résilience. Et j'en suis le pur produit. Quand vous avez, c'est vrai que c'est une chose étrange quand vous avez un plaisir qui est infini, qui fait que vous continuez de jouer de la clarinette, par exemple, et que ce plaisir infini est abîmé. C'est vrai qu'a priori, on aurait tendance à dire c'est abîmé, c'est fini. Et j'ai failli tomber dans ce travers-là. D'ailleurs, j'ai une émission de musique classique tous les jours sur France Inter aujourd'hui. Que je vous encourage à écouter tous les jours, 16h. Ouais, et je pense que il n'y a pas si longtemps, je n'aurais pas pu parler de musique classique parce que donc j'ai appris la musique classique. Et c'est là que j'ai été abîmée. Et donc, une autre musique a été mon secours. Ce n'est pas le rock, c'est le jazz, parce que le jazz est une musique de liberté. Donc, en fait, on continue d'apprendre la musique parce qu'on aime ça, quoi. C'est quelque chose de jouissif, vraiment, dans le pur sens du terme. J'adorais ça. Et j'ai été abusée par ce professeur qui a réussi à tuer l'enfant qui était en moi, mais il n'a pas réussi à tuer la fille passionnée et qui vibre. Et ça, c'est chouette. Et donc, après c'est comme ça que j'ai réussi à reprendre la flamme. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais la flamme est revenue par
par ce biais de la vibration. Je crois beaucoup en la vibration. Oui. La musique touche directement l'âme et peut réveiller le corps là où il est endormi. Il y a quelque chose de vibratoire qui se réveille. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer d'éprouver, ou si j'ai arrêté un moment, de petit à petit me reconnecter à moi, pas par la musique classique, mais par le jazz, en effet, qui est une musique qui est très proche, qui est très cousine, voire sœur de la musique classique. Bien sûr. Qu'est-ce que vous éprouvez? La musique classique vous fait le jazz, pardon, vous fait éprouver quoi? C'est l'énergie, c'est... La lumière. Je trouve que la lumière, c'est le meilleur terme. C'est le jazz, ça vous... C'est une musique très particulière parce que elle est quasiment jamais dans la tristesse. C'est pas une énergie triste, le jazz. C'est une énergie de combat. C'est la musique des gens qui disent vous avez essayé de nous tuer, vous nous avez tués parfois, vous nous avez esclavagisés, vous nous avez massacrés, mais la vie est toujours en nous. Et le jazz, même si moi j'avais pas conscience quand j'ai fait mes études sur le jazz, parce que j'ai fait un DEA sur le jazz, je n'avais pas conscience à ce point de l'aspect combattant du jazz. Et allez-y. Et c'est en y travaillant de plus en plus que je me suis rendu compte que c'était pas par hasard que je m'étais prise de passion pour cette musique. C'est une musique qui... C'est une musique de révolte? Ah oui, non, mais de révolte, d'insoumission totale. Il faut rappeler que le jazz est né en Amérique, aux États-Unis, dans des milieux noirs anciennement esclavagisés, ou encore d'ailleurs, et que c'est la musique de la révolte. Je me tourne vers... Il y a des spécialistes de jazz ici que je connais. Pierre-Henri Ardonceau, par exemple, qui est un grand spécialiste. Et on sait bien que... d'ailleurs, il y a un festival pas loin, Marciac, dans le Béarn. C'est le Béarn? Ouais, non, c'est le Gers. Ah, c'est le Gers, bon. Mais... Dans le Gers. C'est ici le Béarn. Ici, c'est le Béarn. Dans le Gers, donc, qui est un grand festival qui fait vivre comme ça. Je l'appelle toujours ce petit village gaulois, mais c'est vrai, ça existe dans des lieux où les gens se disent, quoi qu'il arrive, on tiendra bon, quoi. On tiendra bon face à un monde qui s'homogénéise, on tiendra bon. Le jazz est devenu hyper... intéressant au moment où les gens allaient voir ces noirs qui jouaient sur scène en disant c'est magnifique, ils sont canaillés en regardant des noirs, un peu comme au zoo, et que certains ont dit bon bah ça va, ils veulent nous faire jouer ça, nous on va jouer ce qu'on a envie de jouer nous, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'ils s'opposent complètement à une société qui attend quelque chose d'eux, et puis non seulement ils s'opposent mais ils se font connaître et à travers le monde entier. Mmh. Cette émission que vous faites tous les jours sur France Inter, elle a aussi un rapport avec votre enfance, parce que finalement, l'enfance, on la quitte jamais vraiment. Hein. Vous racontez cette scène où vous êtes avec votre maman, qui, d'origine néerlandaise, a appris le français en écoutant France Inter. Et elle est en train de coudre ou je ne sais pas ce qu'elle fait, vous êtes avec elle, et vous sentez qu'elle est captivée par ce qu'elle écoute. Et vous vous dites, un jour... Pour que maman m'entende, m'écoute, je ferai de la radio. Alors, je ne me suis pas dit ça, les choses comme ça, hein, parce que ça serait trop magique. Non, c'est que, en fait, elle m'énervait avec mon frère. Parfois, alors, je n'étais pas entendue, mais en plus, ils écoutaient France Inter. Donc, vous avez envie de dire un truc, et puis eux, ils sont en train d'écouter Ève Ruggieri, Ève raconte. C'est très énervant. Et donc, jusqu'au jour où... Voilà, j'étais à côté d'elle, je regardais le plafond, elle était en train de coudre, et puis du coup mon oreille s'ouvre sur ce qui se raconte à la radio, et je m'aperçois que c'est assez chouette. C'est non seulement très chouette, mais des images apparaissent avec ces simples voix qui racontent des choses. Et là, ça a commencé à me titiller, et petit à petit, je me suis opposée à eux très fortement, puisque je me suis mise moi aussi à écouter France Inter, mais pas les mêmes émissions. Voilà. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de travailler là. Et c'est une fois que vous êtes au micro, vous vous dites, mais au fond, est-ce que c'était pas pour être entendu que j'ai fait de la radio? Et d'ailleurs, ma mère me dit tous les jours, je t'ai attendu aujourd'hui. Elle ne dit pas entendu. Mais elle vous écoute.
Elle m'a attendu. Je sais pas. Non, elle m'écoute bien sûr, mais son terme, c'est je t'ai attendu. C'est un très joli mot, ça. C'est un très joli lapsus, très joli. Et vous l'avez attendu aussi longtemps? Je l'ai attendu. Oui. Je l'ai attendu longtemps. Peut-être que je l'attends toujours d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des histoires où ça se rencontre pas exactement. Et à la fois, on est voisines, on vit, on s'entend très bien. Donc, moi, je l'ai attendu et je l'attends peut-être toujours. Mais notre fille, elle l'a rencontré, donc voilà, c'est bien. Vous refaites référence dans votre livre aussi à un chapitre que vous lui consacrez à Anne Frank. Vous disiez tout à l'heure au début de cet entretien que ça faisait longtemps que vous écriviez sur ce qui vous est arrivé. Et finalement, vous étiez un peu envieuse d'Anne Frank, qu'elle ait enfin été lue. Ah oui, j'ai été très longtemps, c'est affreux, mais la petite fille que j'étais enviait beaucoup Anne Frank, effectivement, d'être entendue. Et effectivement, c'est a posteriori, enfin, c'est complètement paradoxal puisqu'elle n'a pas été entendue. Mais j'y pense souvent à ça, c'est-à-dire que je pense souvent à ces gens qui, une fois disparus, sont entendus. C'est d'une injustice absolue parce qu'on aimerait bien qu'ils soient entendus de leur vivant. Et à la fois, une fois qu'ils ont disparu, ils sont entendus de manière exagérée. Et c'est vrai que j'ai envié cette petite fille au destin si terrible et tragique parce que elle ne savait pas au moment où elle écrivait qu'elle serait connue comme ça dans le monde. Mais aujourd'hui, grâce à ses écrits, on sait ce qu'elle a vécu. Et moi, je me disais, j'aimerais bien, mais c'était tout à fait inconscient, j'aimerais bien qu'on sache ce que j'ai vécu. Et bon, finalement, j'ai réussi. On le sait, exactement. Oui, c'est ça. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez en train d'écrire un roman. Est-ce que ça a aussi, ce récit, l'écriture de ce récit, a aussi ouvert une nouvelle page de votre vie? Ah non, mais sans aucun doute. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu à écrire. On n'est pas obligé d'être publié, même si ça doit aider. Oui, je suis plus du tout la même personne. Alors, vous pourrez aller demander à mon mari après. Mais non, je plaisante. Mais moi, je me sens. On va finir par lui poser la question. Hein. Non. Je me sens vraiment dans une autre énergie. Et ce qui m'arrive d'ailleurs, à mon avis, est vraiment lié à ce bagage que j'ai déposé qui. Bon, voilà, ça sera toute ma vie comme ça. J'ai des moments d'angoisse très fortes, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis surtout, je vis. Et franchement, il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas certaine que j'aurais pu parler comme ça. Il y avait celle qui vivait, très sympathique et tout, et puis il y avait celle qui était rabougrie, qui était très présente, que je décris dans le livre, et qui est de moins en moins là. Et ça me fait plaisir. Vous n'avez plus, par moments, vous racontez les scènes, y compris d'ailleurs, puisque vous parlez tout le temps de votre mari, on va en parler aussi. Vous doutez presque de sa bonne volonté. Vous dites, mais pourquoi il est finalement aussi à l'écoute, aussi gentil avec moi? C'est louche. C'est ça. Mais vous avez raison, finalement. Pourquoi il est aussi gentil avec vous? Je sais pas. Non, c'est vrai que... Quand vous avez été abusé, pourquoi on doute? Parce que quand vous avez été abusé par une personne de confiance, vous êtes enfant, vos parents vous disent, voilà, avec cette personne. Alors il y a un rabbin aussi, faut pas l'oublier celui-là. Un rabbin, c'est la figure paternelle, c'est comme le prêtre, quoi. C'est la même chose. C'est une figure de représentation et d'autorité morale qui est quand même, c'est un peu le père. Le père, normalement, respecte son enfant. Donc, quand vous êtes confié à un professeur ou à un rabbin, par vos parents en plus, et que vos parents vous disent, bon, avec lui, tu lui obéis, parce que c'est quand même ta référence. Alors vous obéissez jusqu'à obéir sur des terrains d'abus et de viol. Après, comment pouvez-vous ne pas douter de l'être avec qui vous partagez votre vie? C'est compliqué, hein. Vous avez beau avoir une confiance absolue, enfin vous essayez, parce que justement c'est ça tout le problème. Régulièrement, le doute vous reprend en vous disant, mais est-ce que je dois vraiment croire ce qu'il me dit? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance?
c'est très compliqué. Déjà, je pense que pour les gens normaux, entre guillemets, c'est compliqué l'histoire de la confiance. Mais quand vous avez été trahi dès le plus jeune âge, c'est la chose la plus difficile à soigner. Même si on aime cet homme et qu'il vous aime. Ah mais oui, ça change rien. Justement, parce que vous l'aimez, vous lui donnez tout. Et au moment où vous lui donnez tout, vous vous dites, mais est-ce que j'ai bien raison de tout lui donner? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va me faire un sale coup? C'est terrible, hein, mais c'est malheureux. C'est malheureusement le cas. Alors, j'ai plein d'exemples de réussite d'amour de personnes abusées. Et après, il y a quelque chose qui se fait effectivement au niveau de la confiance qui est à chaque fois très particulier, mais c'est une nécessité. Je veux dire, dans les cas des personnes abusées comme nous, si vous ne pouvez pas faire confiance complètement à l'autre, c'est impossible de vivre l'amour. C'est impossible. Voilà. Donc, il vaut mieux s'en aller. Parce que sinon, vous êtes en fragilité permanente. Dans vous racontez que vous avez essayé de retrouver d'autres petites filles et d'autres enfants qui ont été les élèves de ce professeur. Et en tout cas celles avec lesquelles vous avez eu le plus de contact. Et puis ils n'ont pas voulu, eux, donner suite. Ils sont restés avec leur secret. Oui, alors, et à la fois, c'est très paradoxal. La fille que j'ai retrouvée qui a vécu la même chose que moi, donc pendant ce cours de clarinette, m'a remercié, m'a envoyé un mot de remerciement suite à la publication de ce livre. Donc elle n'avait pas la force de porter plainte parce qu'elle était beaucoup plus fragile que moi finalement. Donc elle m'a dit, moi si je le vois, je sais pas comment je me sentirais. Mais après la publication du livre, elle m'a fait savoir que ça lui avait changé sa vie. Oui. Donc, ce qu'elle n'a pas pu dire, vous l'avez fait pour elle. Oui, mais bizarrement, elle l'a fait avant moi, parce que moi j'ai mis plus de temps à comprendre ce qui m'était arrivé avec ses parents. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas peut-être voulu poursuivre, c'est que ses parents, quand même, doutaient un petit peu de ce qu'elle disait. C'est l'un des problèmes aussi fondamentaux, c'est que est-ce que tout le monde veut bien croire ce que vous allez raconter? Tout à fait. C'est un de ces dessins qui figure au début de votre livre. Alors non, le dessin, c'est une autre amie. C'est une amie que j'ai rencontrée récemment, qui travaille chez Lacroix et qui a vécu ça. Et elle qui est complètement renfermée sur elle-même, qui n'arrivait pas du tout à en parler. Et quand j'ai commencé à lui proposer En fait, ce livre est né d'une correspondance entre elle et moi. On avait besoin de se décharger de cette histoire. Je lui disais, écoute, si tu veux, moi j'écris un texte et toi tu fais un dessin derrière. Et ça a commencé comme ça. Et puis à un moment, elle m'a dit, écoute, moi je ne peux plus dessiner, j'y arrive plus. Simplement, elle n'a pas pu aller plus loin, mais ça a complètement changé sa vie dans le sens où, après avoir fait ses dessins, elle a pu en parler à ses parents, elle a pu lever le voile. Elle avait un cousin qui avait été abusé par cette même personne. Une cousine également, bref, ça a levé le voile. Donc oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire. Parce que même si on n'est pas publié, quand on commence à écrire, eh bien, on arrive à changer le cours de l'histoire, vraiment, parce qu'on se prend en main, quoi. Est-ce que parfois vous imaginez que ce rabbin et ce professeur de clarinette ont lu votre livre? Le professeur de clarinette est mort, mais je pense souvent à sa fille, qui a été mon professeur de solfège. Je pense très souvent à elle d'ailleurs. Et je suis très embêtée pour elle, parce que la pauvre, elle y est pour rien. Donc voilà. Et le rabbin, écoutez, je suis encore un peu traumatisée, même quand je passe devant chez lui. Donc non, je n'y pense pas. Je préfère pas y penser d'ailleurs. Comment allez-vous aujourd'hui, Elsa Boublil, après avoir écrit Body Blues? À part ma voix cassée, ça va très bien. Vous avez vu, quand je le dis, elle est encore plus cassée. Mais non, ça va bien. Non, je trouve que ça va bien. Je suis très heureuse. J'ai la chance de faire un métier exaltant. J'ai une vie très chouette. Et oui, je me sens bien. Et je dois vraiment dire que ça va, je crois, beaucoup mieux depuis que ce livre existe et qu'il est lu. Il y a eu
publication qui n'a pas été simple, parce que c'est un moment où on vous interroge beaucoup. Et puis maintenant, il a 6-8 mois, ce livre, genre quelque chose comme ça. Et je trouve que plus le temps passe, et plus je me sens bien. C'est un ressenti comme ça, qui est totalement subjectif. Mais je retrouve la petite fille à qui je dois tout, qui est là, avec la même vivacité, la même joie. Benoît, on passe peut-être... on va écouter notre rapporteur pour terminer. Alors Elsa, bonjour. Moi je suis le rapporteur, je viens du campus. Et sur le campus je fais deux choses. La chose la plus importante, une émission de radio tous les lundis soirs. Ah, c'est bien. Voilà, et donc je fais partie... Faut pas me faire concurrence, c'est tout. Non. Et c'est pas bien et on a des soucis parce qu'on s'endort moins bien le samedi et le dimanche soir puisque France Inter ne vous diffuse plus à cette heure-là. Et donc j'aurais trois questions ou trois entrées à vous proposer. La première a trait à la musique. On voit comment la musique pour vous ça a été du soin. Alors j'aimerais que vous nous disiez deux choses. La première, puisque c'est sur l'enfance aujourd'hui, c'est comment vous êtes tombé dans cette musique. Qui vous a initié? Comment ça s'est passé? Et puis si vous pouviez nous dire très simplement en quoi cette musique-là, la musique de jazz, qu'on est nombreux à aimer ici, puis peut-être la musique en général, ça continue à vous soigner, parce que je pense qu'il y a plein d'entre nous qui nous soignons avec ces musiques. Mais je voudrais juste citer le docteur Sachs, disparu il n'y a pas longtemps, parce que lui, il a passé sa vie à travailler là-dessus. Notamment, on peut soigner visiblement Alzheimer bien avec la musique. Donc moi, je suis née dans la musique. Mon père travaillait dans la banque, hein, pourtant, mais en fait, c'est un artiste né, et donc il rêvait d'être chef d'orchestre. Et donc, il n'avait que des amis artistes, et donc on faisait de la musique vraiment tout le temps à la maison. Du côté de ma mère, il y avait un chanteur d'opéra. Donc voilà, c'est une famille de mélomanes avertis. Mon père a une très bonne oreille. Sans avoir appris la musique, il jouait n'importe quoi. Il prenait une guitare, il jouait de la guitare. Il chantait Georges Brassens. Bref. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans la musique. Après, le meilleur ami de mon père, qui était un personnage tout à fait hors du commun, avait une passion totale pour Bach. Et pour un jazz très particulier, qui est le jazz des années 40 jusqu'à 50. Une passion toute particulière pour Django Reinhardt. Et donc, comme c'était un homme obsessionnel, eh bien, à chaque fois qu'on se voyait, il mettait les mêmes musiques. Et il fallait, si possible, que nous jouions les mêmes musiques. Et par exemple, moi, j'étais clarinettiste. Et il disait, non, toi, il faut que tu sois pianiste. Et donc, il m'obligeait, c'était pas mon père, hein, mais il m'obligeait à faire du piano et à jouer Bach, Jean-Sébastien Bach. Donc voilà, moi, mon enfance est une enfance un peu musicale. Et en fait, le plaisir que je prenais à être avec eux était très supérieur à tout ce que je pouvais éprouver dans ma vie intime. Et donc, c'est ça qui a pris le dessus. C'est-à-dire que je pense que j'ai senti qu'il y avait la vie dans la musique. Et on l'a beaucoup dit sur tous les médias, là, depuis les attentats, et notamment au Bataclan. On a dit, voilà, il faut résister par la musique. C'est pas vain comme propos, c'est même un propos plein de sens. Et avant cela, on aurait dû déjà y penser. Parce qu'il y a dans la musique une dimension que l'on ne connaît nulle part ailleurs. Le mot est chargé de sens, la musique est chargée de beaucoup plus que du sens. On y met le sens qu'on veut, on y trouve l'émotion qu'on veut, c'est extraordinaire. Oui, vous parliez tout à l'heure de vibration, de swing, etc. La deuxième entrée sur laquelle j'aimerais que vous nous disiez quelques mots, c'est qu'actuellement, la société dans laquelle nous vivons invite tous ceux d'entre nous qui avons vécu des choses sales, etc., à le dire, à porter plainte, les maltraitants, etc. Et donc, apparemment, vous n'avez jamais porté plainte. Et comment ça se fait, ma chère concitoyenne ? Ah, ça c'est la question très compliquée. Est-ce qu'on est en mesure de porter plainte ? Ne serait-ce que pour ce que j'ai vécu dans le RER et qui arrive à tellement de gens, c'est un moment extrêmement éprouvant. Et quand on est habité par le doute comme je l'ai été, on n'en sort pas du tout indemne. Pas du tout. Être confronté à la personne qui vous a trahi,
c'est revivre ce doute, c'est revivre ce moment de perte d'équilibre total. Donc, porter plainte, c'était recommencer, retrouver ce que j'avais à dire, ce que j'avais à... Il y a plein de gens qui... vraiment, ils sont nombreux à m'avoir poussé à porter plainte. D'abord, à l'époque où j'ai pensé le faire, on m'a dit qu'il y avait prescription. Voilà. Donc, ça fait abandonner. Et puis, je ne sais pas si j'aurais pu me retrouver face à mon bourreau. Voilà. Franchement, très honnêtement, rien que d'y penser, ça me fait frémir. Donc... Merci. Et dernier élément, je n'ai pas lu le livre, parce que c'était un peu la consigne. Donc j'ai regardé la trace qu'il y a de vous sur le net. Alors, la trace de nous, vous qui y a sur le net, il y a des choses superbes, il y a des choses qui le sont moins. Il y a notamment cette superbe phrase d'un internaute le 14 juillet dernier qui vous écrit, j'espère que vous l'avez lu, « Elsa, vous êtes très jolie. Et merci pour votre témoignage. Nous sommes nombreux à avoir vécu, UE, ce cauchemar SE. » Voilà ce que les internautes vous écrivent, Elsa. C'était à la suite de votre passage au maternel sur France 5. Ah non, je ne l'ai pas vu. Bon, donc je vais pu le lire en public, comme ça. Et alors, la dernière chose, sur le net, Voici, France Dimanche, etc., nous disent que vous habitez à la campagne. Ici. Ah bon ? Oui. Mais parce qu'on a vécu à la campagne, mais ils sont pas du tout... Mais les journalistes ne font pas bien leur boulot souvent. Hein. Racontez-nous alors. Pas tous. De la même façon bon, que la musique peut être soignante, la campagne, les arbres, le verre, les animaux, etc. Les enfants, vous l'avez dit, c'est soignant aussi, non ? Non, mais tout ce qui peut nous faire du bien, il faut y aller. La campagne, ça fait beaucoup de bien, mais ça dépend comment on vit à la campagne. Nous, on a vécu 3 ans et demi à la campagne, c'était formidable et franchement, on a bien fait de le faire parce que ça a contribué à me remettre en morceaux. Mais on ne vit plus à la campagne. Dire à recoller les morceaux. Ah oui, c'est ça. Oui, recoller les morceaux, merci. Non, oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que j'ai dit. Non, la campagne, c'est extraordinaire. Après, si nous habitions encore à la campagne, je ne serais pas en quotidienne sur France Inter, ce qui serait très dommage pour les auditeurs, non, surtout pour moi. Donc, pour les auditeurs aussi. Merci. Mais la campagne, c'était une étape. Alors après, ils se sont pas bien renseignés, mais on a toujours notre moulin à la campagne. Et en fait, on pouvait plus y vivre parce que c'est moi qui gérais tout. Mon mari n'était jamais là. Et c'était très difficile. En pleine campagne, c'est difficile. Merci, Elsa. Et puis, vous aimez beaucoup venir à Pau, puisque vous venez tous les ans à Marciac. Il y a quelque chose de bizarre avec Pau. Hein. Je suis là tout le temps. Mais c'est chouette. Je suis très contente. Ça va vous faire beaucoup de bien. Continuez. Non, c'est très bien. Oui, effectivement, il y a Marciac. J'étais au Méliès il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, je suis là ici. Je suis très heureuse. J'adore cette ville. Vraiment, sincèrement. Et nous aussi, on est très heureux de vous avoir eu ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elsa. Merci à vous.